C'est excellent, bravo Julien. Vous voulez applaudir? Allez. C'était un beau but parce qu'en plus vous étiez en discrétion, latérale comme ça, sur le côté et paf. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une petite influence d'autre chose qu'on nomme la fatalité? Donc vous voyez qu'on retrouve tout ce qu'on avait déjà au début du passage, c'est-à-dire les éléments qui se déchaînent comme dans l'Apocalypse. Alors, ce texte-là, on va l'étudier dans le grand 2 petit 3, d'accord? Donc ça a permis de ne pas perdre de temps. Donc on a passé 1 heure de TD sur vos exercices pour l'oral, entretien triptyque et études et synthèse de texte SCP. Maintenant, on va travailler donc sur la séance 4. Donc on se récapitule un tout petit peu le programme de CG1. Comme vous le savez, il y a 9 thèmes. L'héritage de la pensée grecque et latine, les apports du judaïsme, du christianisme et de l'islam à la pensée occidentale qu'on a traité jusqu'à la Toussaint pendant le chapitre 1. Et les étapes de la constitution des sciences exactes et des sciences de l'homme et l'essor technologique et l'idée de progrès qui nous occupent en ce moment et qu'on clôture aujourd'hui. On fait la conclusion avec la séance 4 et la séance 5 de ce chapitre 2. À la rentrée, on travaillera sur la société, le droit et l'État moderne. Les livres qu'on lira, c'est Ruy Blas qu'on a vu au théâtre hier soir pour la plupart d'entre nous, de Victor Hugo, et Hernani de Victor Hugo. D'accord? Donc concrètement, vous, ce qui vous intéresse le plus, c'est que vous avez un concours blanc la semaine prochaine. On vient de faire un TD où on a rappelé que mardi matin, vous allez faire une étude et synthèse de texte SCP. Et maintenant que vous savez que les cours de littérature vont concrètement servir à bâtir un raisonnement de dissertation pour mercredi prochain. Et comme je vous l'ai dit, et je le redis, le sujet choisi avec votre professeur de philosophie va utiliser tous les textes qu'on a pu travailler pour les 4 premiers thèmes de CG1. Ok ? C'est pour ça que je vous les ai donc rediffusés ici. Donc, notre chapitre 2 s'intitule « Sciences et technologies dans l'histoire littéraire », avec comme problématique « La littérature est-elle une science comme les autres ?» Nous étudions Nana d'Émile Zola. Pourquoi ? Pourquoi j'ai choisi Nana d'Émile Zola? Allez-y, Amos. Parce que Zola a un projet naturaliste qui vise à dépeindre l'homme avec une science exacte. Avec une science exacte. Et est-ce que vous avez un texte que vous pourriez convoquer en dissertation pour dire, voilà, non seulement il le fait dans ses romans, mais en plus j'en ai la preuve. La préface de Thérèse Raquin. Ouais. Où il dit quoi? Est-ce que quelqu'un a la citation exacte? Allez-y, Oscar. J'ai eu un projet... Non. Allez-y, Benjamin. Mon projet était avant tout scientifique. Presque. Mon but. Mon but a été un but scientifique avant tout, préface de Thérèse Raquin, 1867, avant même qu'il commence quelle grande saga? Oui, Maëlle? Les Rougon-Macquart. C'est-à-dire qu'avant même d'écrire les 20 romans qui vont décrire une famille soumise aux lois de la génétique et de la sociologie, Émile Zola a dit « Mon but a été un but scientifique avant tout » et il a un deuxième ouvrage théorique, à part la préface de Thérèse Raquin, publié la même année que Nana, où il fait là encore une comparaison entre la littérature et la science. C'est lequel? Oui, Léa? Le roman expérimental, qui est, on va dire, un calque de quel titre? Avec expérimental aussi dedans. Maëlys? La médecine expérimentale. De quel médecin? Claude Bernard, très bien Léa, absolument. Donc on a choisi d'étudier Nana d'Émile Zola parce que Nana dit que... Nana elle est loin de dire ça comme vous le savez. Zola nous dit que son but en écrivant des romans, c'est un but scientifique avant tout, comme on l'a rappelé avec la préface de Thérèse Raquin. Donc... nous avons tout de même étudié des textes autour du roman. Je me ferai savant en la... Allez-y, Tiffaine. Presque. Il y a autre chose avant la médecine. Faites plaisir à Monsieur Rigaud. Oui. Ouais. Je me ferai savant en la philosophie, en la mathématique et médecine aussi. Projet de Du Bellay dans Les Regrets. Donc, cet humanisme qu'on avait aussi étudié lors du rappel de la Constitution des sciences. Ça peut aussi
entrer dans votre dissertation de mercredi prochain à côté des références philosophiques. C'est pour ça qu'on fait cette récapitulation et aussi parce que ça fait toujours du bien de répéter, de mémoriser. On a vu un discours à Madame de la Sablière de qui? Je ne l'ai pas écrit au tableau. De La Fontaine. Pourquoi est-ce que je le mets dans une séquence où on interroge les liens entre la littérature et la science? Très simplement, que fait La Fontaine dans ce discours à Madame de la Sablière qui lui donne une participation à un débat scientifique? Benjamin? Il remet en cause ce qu'a fait Descartes à propos des animaux. Ouais. C'est la théorie de quoi? Vous l'avez? Ouais. Descartes, il avait quelle théorie? Ouais. Pas Descartes. C'est La Fontaine qui est plus matérialiste sur ce point-là. Oui, Enzo? L'animal-machine. La théorie de l'animal-machine. OK? Donc, discours à Madame de la Sablière, XVIIe siècle. Et tout à l'heure, quand on aura fini notre étude, finir, c'est un bien grand mot parce qu'on n'a jamais fini d'étudier un roman, mais en tout cas, ce qu'on s'est donné à faire pendant ce chapitre de Nana de Zola, on fera un dernier texte autour de Nana de Zola, qui est le discours de Stockholm de Saint John Perse. Lorsqu'il a reçu le prix Nobel de littérature, il a interrogé justement cette séparation qu'on a tendance à faire entre la science et la littérature. Donc c'est ce qui est passé entre vos mains. Ça sera la séance 5, d'accord? Donc je vous remontre toutes les séances, vous voyez. On a travaillé sur la constitution des sciences et le progrès dans la connaissance du monde et de l'homme. Ensuite, on a introduit biographiquement et littérairement Zola, un romancier qui se veut médecin du corps social. Puis, nous avons travaillé sur ce débat scientifique à proprement parler, de savoir est-ce que les animaux réfléchissent, ont une intelligence, qui oppose Descartes à Gassendi et après Gassendi, donc, La Fontaine, comme on vient de leur dire. Et nous sommes en pleine séance 4. Où on se dit, mais ce Zola qui nous dit qu'il est scientifique parce que ce qu'il présente, c'est le déterminisme génétique et quoi? Ouais, allez-y. Ouais, social, du milieu, sociologique. Ce Zola-là, est-ce que quand même toutes ces femmes qui toutes ne peuvent absolument pas sortir de la misère, est-ce que tous ces Rougon-Macquart qui, à part Denise Mouret, sombres, ont l'air d'être victimes du sort? Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une petite influence d'autre chose qu'on nomme la fatalité? Est-ce que le travail poétique de Zola, est-ce qu'il ne dialogue pas quand même un peu avec son ambition scientifique? Et donc c'est notre séance 4, déterminisme ou fatalité, les ambiguïtés du projet naturaliste. Vous me dites si je dis une bêtise dans cette récapitulation, je vais y arriver. On a fait le grand 1, Nana ou la vérité à l'état brut de la destinée féminine dans le contexte du Second Empire, c'est-à-dire, de fait, oui, Zola traite bien une matière réaliste, puisqu'il veut dépasser Balzac, historique, celle d'une femme qui a une détermination sociale parce que son milieu au départ d'enfance, c'est quoi? Allez-y, Ilyes. La rue de la Goutte d'Or, et quel métier autour d'elle? Enzo? Ouvrier, très bien. Des exemples? Sa mère, c'est qui? Une blanchisseuse. Une blanchisseuse, Gervaise Macquart. Et puis, couvreur, son père, Coupeau. Donc, son milieu, nous dit Zola, pèse sur sa destinée, ainsi que sa génétique, parce que ça remonte à qui, Ilyes? Les porteuses de la part, mais ça remonte à ses ancêtres avec la tante Didi. La tante Didi, Adélaïde Fouque, et ça passe par Gervaise. Et puis Anna Coupeau, Étienne Lantier, Jacques Lantier, Claude Lantier, toute cette branche de la famille des Rougon-Macquart quand on avait fait l'arbre généalogique. Et puis, on s'est posé quand même la question dans ce grand 1 de se demander si ces destinées féminines, elles pouvaient avoir une forme de libre arbitre. Et on avait vu qu'il y avait quand même un personnage féminin dans toutes ces demi-mondaines, c'est-à-dire ces femmes qui vendent leur corps pour pouvoir gagner leur vie. Il y avait un personnage féminin qui avait l'air quand même de s'en sortir. Il s'appelle comment ? Qui était une demi-mondaine de l'époque de Napoléon Ier, Benjamin ? Irma Danglars, qui est devenue noble, aristocrate, qui a l'air quand même de dire qu'on peut peser sur sa destinée. Et nous avions vu que ce souhait de peindre la réalité dans tout son caractère cru, parfois sa violence, parfois son caractère provocateur, Zola le partageait avec un peintre, Édouard Manet,
puisqu'il y a un tableau de Manet qui se nomme Nana, mais que surtout, Manet est devenu extrêmement célèbre avec un autre tableau que Zola a adoré, qui était, allez-y Maëlys, Le déjeuner sur l'herbe, qu'on avait opposé ce tableau réaliste où une femme nue a l'air de faire un pique-nique avec des hommes habillés autour d'elle, extrêmement étrange, qu'on avait opposé à un autre tableau qui, à cette époque-là, était beaucoup plus apprécié que Napoléon III avait acheté, alors que Manet était au Salon des Refusés, c'était... Oui. Cabanel, Alexandre Cabanel, cette Vénus qui serait somptueuse sans inspirer le désir, d'après les critiques d'art. Sauf que Zola dit, ça, peindre la réalité ainsi, c'est de la... De la quoi? Allez-y, Benjamin. De la poudre de riz, c'est-à-dire du maquillage. Ça ne dit pas la vérité. Donc, on avait vu dans ce grand 1 que le projet scientifique de Zola a l'air d'être en cohérence avec ses amitiés dans le domaine de la peinture, de peindre la réalité dans tout ce qu'elle a, y compris de plus choquant, de plus problématique. Et puis dans le grand 2, on a commencé à travailler sur le fait que ce roman naturaliste, il était aux prises avec les paradoxes de la réalité. C'est que le problème, c'est que cette réalité, elle n'est pas simple. Donc lui, il entreprend de la peindre, mais elle n'est peut-être pas représentable de façon tout à fait stéréotypée. Et on avait vu d'abord qu'en choisissant de consacrer son roman à une prostituée, qu'on appelait une demi-mondaine ou une cocotte à l'époque, Zola s'opposait peut-être à un modèle romantique. Celui de la prostituée au grand cœur. La prostituée au grand cœur, celle qui vend son corps, mais pour nourrir son enfant qu'elle adore, non pas parce qu'elle est ambitieuse ou parce qu'elle est dévorée par une soif d'argent comme les autres. Ça, c'est Nana. Et qui est le modèle de cette prostituée-là? Fantine, la mère de Cosette dans Les Misérables de Victor Hugo. On renote tout? Donc, dans ce projet scientifique, la prostituée au grand cœur ne sera pas un ange. Si elle vend son corps, ça n'est peut-être pas pour nourrir son enfant. Nana a un enfant, on l'avait rappelé, Louiset, dont elle s'occupe quand même très peu. Et vous me dites si je me trompe, on avait fait le petit 2 qui était le roman ouvrier a-t-il disparu dans Nana, où l'on voyait que Nana, c'est ça, hein, que Nana restait à la fois prise en charge par une forme de compassion du narrateur. On avait vu que dans le chapitre 5, les coulisses du théâtre des variétés ressemblent à quoi? Emma. Celle-ci, cette Emma-là. Omni, et du coup ça rappelait l'autre roman. Lequel? Allez-y Enzo. Germinal. On avait travaillé sur l'idée que cette atmosphère irrespirable, ces longs corridors du théâtre des variétés nous rappelaient qu'en fait ces actrices qui vendent leur corps, ce sont des ouvrières. Et qu'il y a peut-être une forme d'empathie du lecteur. Et en même temps, vous me dites là aussi si je me trompe, mais il me semble qu'on avait terminé là-dessus, on avait travaillé sur l'épisode où un des amants de Nana a triché aux courses hippiques pour gagner plus d'argent et pour pouvoir entretenir Nana. Et où cet homme-là, vendœuvre, a été donc pris, a été condamné pour cette tricherie et a fini pour se suicider avec ses chevaux dans son écurie. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est au chapitre 11, ça, de la réaction de Nana dans le commentaire qu'on avait lu. Allez-y, Gaspard. Elle est préoccupée par le fait qu'il ne l'ait pas prévenu de sa tricherie et qu'elle ne puisse pas récupérer des gains de la tricherie qui l'a menée. C'est ça. Donc, elle est fâchée contre celui qui s'est donné la mort, parce que quand même, si elle avait été au courant, elle aurait pu gagner 1 million. Et par ailleurs, elle a une autre réaction qui nous a semblé totalement immorale, c'est quoi? Oui. Elle trouve la mort des chevaux très belle. Oui, elle a dit le plus beau, c'est ce chevaux qui ne voulaient pas rôtir. Donc, elle évoque ce suicide d'un de ses amants, comme un motif de colère, parce que si elle avait su qu'il trichait, elle aurait pu gagner plus d'argent. Et 2, comme un spectacle incroyablement magnifique. Et donc, on s'était dit, il me semble, vous m'arrêtez si je me trompe, que ce personnage qui fait naître une empathie pour le sort de ces femmes qui vendent leur corps, comme les ouvriers de la mine de Montsou dans Germinal, est quand même aussi en partie un personnage odieux. Elle est en partie odieuse.
Et on s'était dit que peut-être que cela apportait un petit peu plus d'ambiguïté, hein, que le naturalisme veut peindre la réalité jusque dans ses ambiguïtés. C'est ce qu'on s'était dit. Peut-être que ce personnage nous semblait plus conforme, qu'on n'avait pas besoin d'être un ange pour être révolté par le sort qui nous était donné à voir. Il y a une autre explication à cela, au fait que Nana est un personnage ambigu, ambivalent. Est-ce qu'on a accès aux pensées de Nana souvent? Maël? Non. Est-ce qu'on a accès à ses émotions? De quel type? Souvent ses excès de colère ou ses incompréhensions. Ses excès de colère, ses incompréhensions ou ses départs? Donc ces émotions, on pourrait les qualifier comment? Oui. D'impulsive. Impulsive. Mais l'intériorité, la profondeur psychique de Nana? Très peu. Une hypothèse que font souvent les critiques, c'est de dire qu'en fait, Nana, ça n'est pas qu'un personnage, c'est une allégorie. Qu'est-ce que c'est qu'une allégorie? On va le remettre dans le cahier de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est qu'une allégorie? Vous avez dû apprendre ce mot au lycée. Normalement, on vous a donné Anélif. C'est la représentation abstraite de quelque chose de concret. C'est l'inverse. Mais vous avez tout dit. Il faut juste remettre dans l'ordre. Alors, allez-y. C'est la représentation concrète de quelque chose qui est abstrait. C'est la représentation concrète d'une idée abstraite. Par exemple, la liberté guidant le peuple dans le célèbre tableau de Delacroix, c'est une femme, hein, le bras levé, qui guide le peuple. Représentation concrète d'une idée abstraite. Et bien souvent, on étudie Nana comme ce personnage étant en fait plutôt la représentation concrète de quoi? Oui, du Second Empire. On va étudier d'abord, vous mettez petit 3, un roman allégorique sur le Second Empire. Et on prend donc le texte du chapitre 11, le fameux Grand Prix de Paris à l'hippodrome de Longchamp. Le texte que vous avez commencé à lire tout à l'heure. Alors, rappelons-nous les choses, si jamais vous avez un peu oublié votre lecture. Là aussi, pour le concours blanc, ce qui est très important dans une sous-partie, pour qu'on suive votre raisonnement, ce n'est pas que pour le concours blanc, c'est pour la vie en général, il faut contextualiser. Vous ne pouvez pas juste dire « dans Nana au chapitre 11 ». Sinon, monsieur Lard qui vous corrige et qui n'a pas lu Nana, il va dire « mais de quoi vous me parlez? Je ne sais même pas qui est Nana ». Donc, nous sommes à la fin du roman, dédié à une cocotte, une demi-mondaine, qui est au fait ou au sommet, le fait, on peut le mettre aussi dans le carnet de vocabulaire, qui est au fait de sa gloire. Sur la pelouse de Longchamp, dans le bois de Boulogne, a lieu le Grand Prix de Paris, qui effectivement a eu lieu 10 ans avant que Zola écrive son roman, et Zola a pu observer l'hippodrome. Et effectivement, en présence de l'empereur Napoléon III et de sa femme Eugénie. Nous sommes donc sur l'hippodrome de Longchamp. Nana est au fait de sa gloire grâce à ses amants prestigieux et riches, si bien que son amant Vendeuvre a nommé une pouliche Nana, considérée comme l'outsider du Grand Prix de Paris. Nous sommes à la fin, ce qu'on appelle le finish, la fin de la course. Donc c'est page 413 dans votre édition. À présent, le peloton arrivait en face, dans un coup de foudre. On en sentait l'approche et comme l'haleine. Un ronflement lointain grandit de seconde en seconde. Toute la foule, impétueusement, s'était jetée aux barrières. Et précédant les chevaux, une clameur profonde s'échappait des poitrines, gagnait de proche en proche, avec un bruit de mer qui déferle. C'était la brutalité dernière d'une colossale partie. 100 000 spectateurs, tournés à l'idée fixe, brûlant de même besoin de hasard, derrière ces bêtes dont le galop emportait des millions. On se poussait, on s'écrasait, les poings fermés, la bouche ouverte, chacun pour soi, chacun fouettant son cheval de la voix et du geste.
et le cri de tout ce peuple, un cri de fauve, reparut sous les redingotes, roulait de plus en plus distinct. « Les voilà! Les voilà! Les voilà !» Mais Nana gagnait encore du terrain. Maintenant, Valerio II était distancé. Elle tenait la tête avec Spirit à 2 ou 3 encolures. Le roulement de tonnerre avait grandi. Ils arrivaient. Une tempête de jurons les accueillait dans le landau. Alors, qu'est-ce qui vous semble ici important à noter dans cette fin de course que je viens de lire, avec tout ce qu'on s'est dit? Est-ce qu'il y a des mots qui vous ont semblé particulièrement intéressants sur cette allégorie du Second Empire? Théophile. Par rapport à on avait parlé de l'Apocalypse, on a parlé de la bête. On avait parlé, donc je le redis pour tout le monde, au chapitre 7 de l'Apocalypse de Saint Jean, qui est donc un texte biblique, qui a beaucoup inspiré la littérature et les arts, qui est un texte de fin du monde, de jugement dernier, et de lutte des forces du bien contre les forces du mal. Et on en avait parlé. Pourquoi? Vous avez raison, Théophile, de le rappeler. Quant au chapitre 7, Muffa, un des amants de Nana, avait l'impression de voir devant lui la bête de l'Apocalypse, parce que totalement angoissé par le fait que peut-être cette cocotte ou cette demi-mondaine va l'entraîner en enfer. Et allez-y, maintenant que je vous ai coupé la parole pour faire ce long... Et donc, je ne sais pas quel lycée, mais du coup, il dit et le cri de tout ce peuple, un cri de fauve. Du coup, on voit qu'il y a peut-être une comparaison entre la bête de la terre, qui est un des monstres de l'Apocalypse. Le fauve revient. Donc il y a peut-être une référence à l'Apocalypse, il y a peut-être une référence aussi à quoi qu'il y a toujours chez Zola. Oui, Maël. À la bête humaine. La bête humaine, ça c'est le titre du roman consacré à Jacques Lantier, qui est le frère de Nana. C'est-à-dire que sous l'homme, qu'est-ce qu'il nous dit dans la préface de Thérèse Raquin d'ailleurs? Cherchez en eux la bête. Sous l'homme, il y a les pulsions. Et ces pulsions, elles sont de quel type alors? Qui pourraient provoquer une forme, vous me dites, d'apocalypse du Second Empire. Là, dans ce que je viens de lire. Derrière ces bêtes dont le galop emportait des millions. Oui. Tout le monde est poussé par l'appât du gain. L'appât du gain, bien sûr. L'appât du gain et une personne en particulier qui a donné son nom à une pouliche, cette demi-mondaine qui devient la figure du Second Empire. Donc, qu'est-ce qu'on pense du Second Empire si Nana devient une allégorie de tout cela? Que c'est un Second Empire qui... Oui. Il est décadent. Qui est décadent, absolument. C'est ce que dit Zola ici. Tout à fait. Comment vous interprétez dans ce que je viens de lire? C'était la brutalité dernière d'une colossale partie. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, la brutalité dernière, avec tout ce qu'on vient de dire? Comme ça, on a un peu des mots qu'on analyse. Amos. C'est le fracas qu'on peut retrouver dans l'Apocalypse qui signifierait la fin du Second Empire. Dernière, donc comme il y a un jugement dernier dans l'Apocalypse. Très bien. Maël, qu'est-ce que vous vouliez dire? C'était ça aussi. Donc cette idée de fin du monde, d'une colossale partie. Est-ce qu'il y a des éléments qui ressemblent à ce que vous avez pu voir dans l'Apocalypse? Elle est comment la météo dans l'Apocalypse, à votre avis? Ouais, la pluie, de la tempête. Est-ce que vous savez, il y a différents passages, drôle de texte avec un plan... Est-ce que vous connaissez quelques épisodes de l'Apocalypse? Oui. C'est le combat des forces du mal contre le bien qui annonce la fin du monde avec la victoire des forces de Dieu. Ouais. Et est-ce que vous savez, dans les étapes qui sont données à voir, il y a effectivement la bête de la terre, mais il y a d'autres choses. Est-ce que vous savez quoi, Benjamin? Il y a un tiers de la terre qui est brûlée, je crois. Il y a le feu, absolument. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça aussi. Quoi d'autre? Ouais, du sang, faut voir. En tout cas, il doit y en avoir partout. Il y a la coupe, il y a les coupes, effectivement. Moi, je pensais plus à des épisodes vraiment particuliers, précis. Annelise? Quelque chose avec le soleil et la lune. Il y a, le soleil est important, en tout cas dans l'idée du feu. Mais les 4 sceaux, les 4 lettres, Mathurin? Oui, en tout cas, il y a une tempête qui se déchaîne, vous avez absolument raison. Il y a la bête de la mer, après la bête de la terre. Puis il y a 4 cavaliers. Il y a des trompettes. Et il y a 4 lettres
qu'on appelle les 4 sceaux également. Et ces 4 cavaliers qui chevauchent lors de la fin du monde, dans le 6e chapitre de l'Apocalypse, ils se nomment guerre, famine, pestilence et mort. Est-ce que vous vous souvenez comment, parce que j'ai pas lu la suite du texte, mais est-ce que vous vous souvenez comment s'appelle le cavalier qui monte la pouliche qui s'appelle Nana? Amos? Price. Ouais. Comment on peut l'interpréter ça? Dans l'Apocalypse, il y a 4 cavaliers qui sont guerre, mort, pestilence et famine. Et ici, le cavalier qui monte Nana s'appelle Price. Si on fait un peu... Comment ça s'appelle quand on interprète les noms propres, rappelez-moi? Je vous l'ai jamais appris, ça? On fait un peu d'onomastique. L'onomastique, hein, c'est travailler, essayer de voir si derrière le nom propre, il n'y a pas quelque chose. Par exemple, Bordenave qui disait « dites mon bordel », bordel, Bordenave. Vous vous souvenez? C'est de l'onomastique, ça. Oui, Théophile. Cette fois-ci, c'est pas tous les mots, la mort, tout ça qui va. Alors, ça serait quoi pour Price? Ça serait plutôt l'argent. L'argent. Pas du tout. C'est l'argent. Et regardez, c'est intéressant. C'est l'argent qui monte Nana. Donc, cette Nana, comme le Second Empire. Il y a des lectures, bien évidemment, notamment d'un homme qui s'appelle George Lukács, qui sont on va dire, presque des lectures communistes. C'est-à-dire de dire, en fait, il y a une dénonciation du capitalisme montant dans ce Second Empire. C'est-à-dire que tout le monde, ce qui pèse sur tout le monde, c'est l'argent. C'est Price qui monte Nana. Donc si on continue un petit peu, Udon, Lusignan, Grand Lâche, sale rosse, très chic l'anglais, encore mon vieux, et ce Valerio, c'est dégoûtant, à la charogne, fichu mais dit Louis, il n'y a plus que Nana, bravo Bougresse. Et sur le siège, Nana, sans le savoir, avait pris un balancement des cuisses et des reins, comme si elle-même eût couru. Elle donnait des coups de ventre, il lui semblait que ça aidait la pouliche. À chaque coup, elle lâchait un soupir de fatigue, elle disait d'une voix pénible et basse, « Va donc, va donc, va donc ». On vit alors une chose superbe. Price, debout sur les étriers, la cravache haute, foyait Nana d'un bras de fer. Ce vieil enfant desséché, cette longue figure, dure et morte, jetait des flammes. Et dans un élan de furieuse audace, de volonté triomphante, il donnait de son cœur à la pouliche, il la soutenait, il la portait, trempée d'écume, les yeux sanglants, Tout le train passa avec un roulement de foudre, coupant les respirations, balayant l'air, tandis que le juge, très froid, l'œil à la mire, attendait. Puis une immense acclamation retentit. D'un effort suprême, Price venait de jeter Nana au poteau battant Spirit d'une longueur de tête. Donc vous voyez qu'on retrouve tout ce qu'on avait déjà au début du passage, c'est-à-dire les éléments qui se déchaînent comme dans l'Apocalypse. Ici, c'est comme une tempête qu'est le passage des cavaliers sur leur passage. Le juge qui peut nous faire penser dans l'Apocalypse au jugement dernier. Ce cavalier Price, qu'on peut traduire par le prix en anglais, qui a une mine qui annonce la mort, il est décrit comme étant maigre, desséché, et ses yeux jettent des flammes. Et puis vous allez retrouver ce que vous appeliez le déluge tout à l'heure, qu'on a aussi dans l'Apocalypse. Ce fut comme la clameur montant d'une marée. Nana, Nana, le cri roulait, grandissait, avec une violence de tempête, emplissant peu à peu l'horizon des profondeurs du bois au mont Valérien, des prairies de Longchamp à la plaine de Boulogne. Sur la pelouse, un enthousiasme fou s'était déclaré. Vive Nana! Vive la France! À bas l'Angleterre! Les femmes brandissaient leurs ombrelles. Donc vous voyez que là, la foule se déchaîne, la bestialité de la foule. Est-ce qu'il est question de la guerre contre les Anglais? Pas du tout. Pas à ce moment-là, en 1870. Vous savez que la déclaration de guerre qui arrive, elle va être contre les Prussiens, et c'est à la fin du roman. Mais il y a une sorte de mélange des genres. Le cavalier a un nom anglais, et d'autres, et la foule se déchaîne et a comme des réflexes, des formes de réflexes de bestialité. C'est ce que postule le narrateur. Les femmes brandissaient leurs ombrelles, des hommes sautaient, tournaient en vociférant, d'autres avec des rires nerveux lançaient des drapeaux. Et de l'autre côté de la piste, l'enceinte du pesage répondait. Une agitation remuait les tribunes, sans qu'on vît distinctement autre chose qu'un tremblement de l'air. Comme la flamme invisible d'un brasier au-dessus de ce tas vivant de petites figures détraquées, les bras tordus, avec les poings noirs des yeux et de la bouche ouverte. Cela ne cessait plus, s'enflait, recommençait au fond des allées lointaines, parmi le peuple campant sous les arbres pour s'épandre et s'élargir dans l'émotion de la tribune impériale où l'impératrice avait applaudi. « Nana,
Nana, Nana. Le cri montait dans la gloire du soleil, dont la pluie d'or battait le vertige de la foule. La pluie d'or, ça vous fait penser à quoi? Ouais. La rue de la Goutte d'Or. Alors ça peut être la rue de la Goutte d'Or, sauf que la pluie d'or, c'est un peu plus... Il y a peut-être une référence mythologique un peu plus élevée que la rue de la Goutte d'Or, mais c'est très bien. Effectivement, Nana est partie de la rue de la Goutte d'Or, mais là, elle est à Longchamp, en présence de l'épouse de Napoléon III, acclamée sous une pluie d'or. Quelle est la référence mythologique, Maëlys? Danaé et qui? Pourquoi Zeus se transforme en pluie d'or? Oui. Et ça va lui permettre quoi à Zeus? De la rencontrer bibliquement, comme on dit, et d'avoir quel enfant? Vous savez plus qui est l'enfant de Zeus et Danaé? Oh, si vous le savez. Ça aussi, ça révisez bien vos mythes aussi pour le concours blanc. Oui. C'est Persée. C'est Persée, tout à fait. Grande forme aujourd'hui. Hein. Marque une série de buts et ça n'arrête plus. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est très bien. Absolument. Zeus et Danaé, sous la forme d'une pluie d'or, ça donne le héros Persée. Et il y a un tableau très célèbre de Klimt, Gustave Klimt, qui représente Danaé et la pluie d'or. Donc vous voyez comment on peut dire, qu'est-ce qui s'opère sur Nana, qui était rue de la Goutte d'Or, qui là est en présence de l'impératrice? Si elle est élevée, oui. Vous trouvez que c'est une fatalité? Mais attendez, là on l'acclame, c'est la pluie d'or, digne de Zeus, c'est pas la rue de la Goutte d'Or là, maintenant, oui. Elle a vécu une ascension sociale, ça s'oppose un peu au déterminisme que Mais oui, faudrait montrer. Très bien, ça à ce moment-là du roman. Là vous allez trop vite, Amos. C'est après, quand elle aura le visage complètement défiguré dans sa chambre d'hôtel, mais là, elle est, même si elle est associée à une pluie d'or, donc à Zeus. Qu'est-ce qui lui arrive là? Oui. Elle est à son apogée. Et quand on monte comme ça vers le ciel comme Hercule à la fin de sa vie et qu'on va rejoindre les dieux de l'Olympe, ça s'appelle comment? On fait un pendu? Eh non, ça c'est dans la Bible. Attendez, faut pas que je me plante. Ça réclame de moi des compétences toujours, le pendu, qui sont un peu compliqués. Oh, c'est bon. Ouais. Très bien. Heureusement que vous êtes là, parce que là, je n'étais pas douée avec mon pendu. Apothéose. Voilà. Oui, vous ne direz pas, monsieur Rigaud, que j'ai mis n'importe quoi, que je ne sais pas compter. Apothéose, c'est-à-dire qu'elle est élevée au rang de divinité. C'est l'apothéose de Nana, mais cette apothéose qui, en fait, l'assimile à une pouliche. Et qui va se terminer comment? Est-ce que vous vous souvenez de la suite? Parce que je ne pense pas qu'on pourra traiter plus longtemps de ce passage-là. Oui. Du coup, la pouliche, elle finit brûlée avec Vendeuvre. Sans doute, la pouliche finit brûlée avec Vendeuvre. Et Nana, comment ça se termine après? Ils vont où après? Vous vous souvenez pas? Donc là, ils sont tous déchaînés dans une bestialité pas possible. Elle gagne. Si vous passez à la page 415, alors Nana, debout sur le siège de son landau, grandit, crut que c'était elle qu'on acclamait. Et puis après, ils vont fêter ça, comme vous, avec vos soirées du BDE le 22 décembre. C'est pas le 22? Si, c'est ça? C'est trop. Ah oui, c'est vrai que vous avez un concours blanc avant, donc vous pouvez même pas imaginer. Donc. Non, c'est trop loin. De Paris, oui. Ah, la soirée est trop loin. Vous y allez pas du coup? Bravo, mais oui, restez sage, allez au cinéma, prenez soin de vous, on est en décembre, c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Bah oui. Bon bah eux, ils vont à Mabille. Ils vont à Mabille et ils vont fêter la victoire de Nana, qu'ils assimilent totalement à la pouliche, c'est page 418. Le soir, à Mabille, page 418, Nana obtint un succès colossal. Lorsqu'elle parut vers 10h, le tapage était déjà formidable. Cette classique soirée de folie réunissait toute la jeunesse galante. Un beau monde se ruant dans une brutalité et une imbécilité de laquais.
On s'écrasait sous les guirlandes de gaz, des habits noirs, des toilettes excessives, des femmes venues décolletées, avec de vieilles robes bonnes à salir, tournaient, hurlaient, fouettées par une saoulerie énorme. C'est ce que vous ne faites pas parce que c'est trop loin la soirée. À 30 pas, on n'entendait plus les cuivres de l'orchestre. Personne ne dansait. Des mots bêtes, répétés, on ne savait pourquoi, circulaient parmi les groupes, etc. Donc c'est une beuverie qui a lieu ensuite. Et si vous vous en souvenez, ils vont même mettre une échalote aux enchères pour dire combien vaut Nana. Mais cette fois-ci, Nana la vraie, Nana la femme. Donc cette apothéose, cette acclamation, elle se fait dans une ivresse de la foule qui n'est que le masque de quoi ? De la décadence du Second Empire. Et notre impératrice Eugénie de Montiero, est-ce qu'on l'entend parler ? Pas du tout. Donc si Nana est un personnage dont les pensées intérieures, les dilemmes moraux sont impénétrables, c'est peut-être aussi parce qu'elle remplit une fonction allégorique. Donc si Nana est un personnage dont les dilemmes moraux, les pensées intérieures sont inaccessibles, c'est peut-être aussi parce qu'elle remplit une fonction allégorique capitale. Nana est certes une femme, mais elle est surtout la représentation concrète de cette ivresse charnelle et de cet appât du gain qui bestialise C'est quoi, c'est les collégiens qui passent? Qui bestialisent. C'est sûr, vous êtes plus comme ça, vous. Qui bestialisent les hommes et les femmes du Second Empire. Rappelons-nous que nous sommes dans les dernières semaines du Second Empire. Je vous ai projeté depuis tout à l'heure, sans trop le commenter, un tableau d'Édouard Manet. On va retenir quand même, j'éteins la lumière et je vous le remontre, on va retenir quand même une idée. Ce qui est nouveau ici, dans ce tableau d'Édouard Manet, donc c'est un tableau que Zola connaissait. Vous savez qu'il y a un échange permanent entre Manet et Zola. Ce qu'on retient ici, c'est que généralement, les chevaux, si vous connaissez par exemple les tableaux de David, vous connaissez peut-être Napoléon Ier, au Saint-Bernard, hein, avec le cheval de profil qui rue. Généralement, les chevaux sont peints de profil. Ici, Manet choisit de nous peindre au milieu. C'est-à-dire de nous peindre, de nous placer plutôt, nous spectateurs. C'est-à-dire que dans l'impressionnisme, il y a bien évidemment une technique de peinture, mais il y a aussi le souhait de faire impression, de nous impressionner. Il est évident que dans le chapitre 11 de Zola, il y a également cette idée de faire impression, d'impressionner le lecteur. Vous retrouvez également, dans ces échanges que l'on connaît entre le peintre et le romancier, vous voyez que les éléments naturels ressemblent. Là aussi, il y a une menace de la part des nuages et la poussière soulevée par les cavaliers donne cette impression aussi de tempête, de mouvement digne d'une tempête que l'on retrouve dans les pages que l'on vient de lire. Donc un nouvel échange, on avait déjà vu le tableau intitulé Nana de Manet qui dialoguait bien avec le chapitre 5. Ce tableau-là de Manet dialogue bien avec le chapitre 11. En définitive, si Nana est mythifiée, c'est des mots que je souhaite vous rappeler dans cette petite séance un peu révision, si Nana est mythifiée, dans cette apothéose, c'est-à-dire élevée au rang de mythe, c'est un mot que je pense que je vous ai déjà appris, mais je me permets de vous rappeler dans cette séance révision, c'est peut-être pour démystifier le lecteur, c'est-à-dire le renseigner. Vous vous souvenez que je vous avais appris la différence entre mythifier et mystifier. Mystifier, c'est tromper, pensez à mistake en anglais. Mythifier, c'est élever au rang de mythe. Donc si Nana est mythifiée, c'est peut-être justement pour démystifier le lecteur, c'est-à-dire lui ouvrir les yeux, dessiller son regard,
lui révéler, dessiller, hein, ouvrir les yeux. Ça aussi, je pense que c'est des mots que je vous ai déjà appris, mais on fait des révisions depuis le début de l'année. Lui ouvrir les yeux sur la véritable nature du Second Empire. Et à votre avis, quel est le moment, et on aura terminé le petit 3 du grand 2, quel est le moment véritablement où il est certain qu'il y a une correspondance entre la destinée de Nana et celle du Second Empire qui est dans ces derniers mois? Oui, Oscar. On appelle ça comment pour un roman? On dit dénouement dans une pièce de théâtre, l'exquipit, très bien. À la fin, quand Nana meurt et qu'on entend la foule crier à Berlin, signe la chute. Absolument. Donc vous vous reportez à la dernière page. Souvenez-vous, Nana a contracté la petite vérole, sans doute par son fils Louiset qui était là au champ de course. La chambre était vide. Un grand souffle, page 518, un grand souffle désespéré monta du boulevard et gonfla le rideau. À Berlin, à Berlin, à Berlin. C'est-à-dire que le soir de la mort de Nana, qui meurt, je vous le rappelle, dans une chambre d'hôtel, entourée des autres demi-mondaines, des autres cocottes, Blanche, Rose Mignon, Gaga, tandis que les hommes, eux, fument le cigare dehors, hein, mais n'approchent pas ce corps qu'ils ont pourtant tous aimé. Lorsqu'elle meurt dans cette chambre d'hôtel, seule et entourée d'autres demi-mondaines, on entend la foule qui demande la guerre, et de fait, on sait dans les projets de Zola que cette dernière page de roman est censée se dérouler le jour de la déclaration de guerre à Bismarck. Souvenez-vous, Bismarck est là depuis le début du roman, à la Prusse, le 19 juillet 1870. Nana est donc née avec l'Empire en 1851 et morte avec l'Empire, le Second Empire, en 1870. Voici ce que dit Gustave Flaubert de cet excipit, comme nous le rappelait Oscar. Toute ma journée d'hier s'est passée à lire Nana, de 10h du matin à 11h30 du soir, sans désemparer. Eh bien, on dira tout ce qu'on voudra. Les mots orduriers y sont prodigués, le milieu est ignoble, et il y a des choses d'une obscénité sans pareille. Tous ces reproches sont justes, mais c'est fait une œuvre énorme, faite par un homme de génie. Quel caractère, quel cri de passion, quelle ampleur, et quel vrai comique. Nana tourne au mythe, sans cesser d'être une femme, et sa mort est michelangelesque. Qu'est-ce que ça veut dire, Nana tourne au mythe sans cesser d'être une femme? Je pense que c'est une très bonne citation à apprendre et à conserver pour votre dissertation. Nana tourne au mythe sans cesser d'être une femme. Qu'est-ce que ça nous dit de ce personnage? Comment vous pourriez le dire dans vos mots? Que nous dit Flaubert ici lorsqu'il a lu Nana de Zola? Mathurin? Qu'elle est mystifiée, mais qu'elle reste à son Mythifiée? mais qu'elle reste à son état humain. Qu'elle est les deux à la fois, c'est-à-dire qu'elle a une portée de quel type et une portée de quel type? Si on voulait prendre, vous voyez, des grands concepts, quand on est mythifié, on a une portée plus universelle, on va avoir peut-être une portée anthropologique, mais lorsqu'on est un personnage individualisé dans son milieu, peut-être une portée plus individuelle, c'est-à-dire qu'elle est à la fois un personnage pris dans un milieu, qui donc peut permettre au lecteur de suivre ses aventures, et en même temps, elle a une portée plus large, plus grande, potentiellement plus anthropologique, si vous vous souvenez de Lévi-Strauss au début de l'année quand on travaillait sur les mythes. Donc faites bien le pont entre le chapitre 1, quand on travaillait sur les mythes, et notre chapitre 2 pour votre dissertation. Oui. Sur mon livre, moi j'ai la citation de Flaubert justement. Ouais, il y a une petite faute. Une femme, on dit que c'est écrit sans cesser d'être réel. Alors regardez, je pense savoir pourquoi. Ça arrive. C'est que vous n'avez pas la lettre à sa nièce Caroline, vous avez la lettre de Flaubert à Émile Zola. C'est la deuxième. Nom de Dieu, et moi je l'aime bien celle-là parce qu'on va dire des gros mots. Nom de Dieu, quelle couille vous avez, quelle boule! S'il fallait noter tout ce qui s'y trouve de rare et de fort, je ferais un commentaire à toutes les pages. Voilà ce que Flaubert, il l'écrit pas comme ça à sa nièce, mais là, comme il écrit à Zola, il va dire ah, t'as une grosse paire de couilles quand t'as écrit ton roman là. Vous le citez pas, ça c'est pas la peine. Enfin si, vous pouvez si vous voulez, mais vous le mettez bien entre guillemets quoi. Les caractères sont merveilleux de vérité. Les mots
nature foisonne. Et la fin, la mort de Nana, est michelangelesque. Un livre énorme, mon bon, mais maintenant que vous ayez pu économiser les mots grossiers, c'est possible. Eh bien, après, merde pour les imbéciles. C'est nouveau, en tout cas, et crânement fait. Nana tourne au mythe, sans cesser d'être réel, et vous avez votre citation, Edgar. Il l'a écrit 2 fois, et vous voyez, il a écrit le même jour, à sa nièce et à Zola. Il a adoré son bouquin. C'est comme moi, quand je lis un bouquin que j'adore, et que je prends une photo, et que je la mets sur Insta, quoi. Ah, c'est vraiment génial, il faut que je le dise à tout le monde. Mais il a fait pareil, mais lui, il l'a dit à sa nièce et à l'auteur, parce qu'il avait la chance de pouvoir le dire à l'auteur. D'accord ? Retenez bien, en tout cas, l'idée la plus importante. Pourquoi, à votre avis, il dit que sa mort est michelangelesque ? Et maintenant, c'est l'exquipit. Donc, je voudrais que vous me parliez. Qui est Michel-Ange ? On est allé le voir avec les ECG2. Michel-Ange, sculpteur et peintre, auteur de la Chapelle Sixtine, dont le détail le plus célèbre est l'index de Dieu contre l'index d'Adam, sculpteur de la Pietà, que vous pouvez voir à Saint-Pierre, à Rome, également du David, qui est aussi à Florence, qu'on a vu avec les ECG2, et de la Sainte Famille, qu'on a vu aussi avec les ECG2 à Florence. Pourquoi cette mort de Nana est michelangelesque selon Flaubert ? Ça va avec l'idée de mythifier Nana. Vous avez besoin qu'on la relise, cette mort de Nana ? Page 517-518. On peut commencer à Elle partie en bas de la page 517. Donc Flaubert nous dit, dans cette mort, véritablement, elle est à la fois un mythe et une femme, elle est à la fois un mythe et réel, elle est michelangelesque, digne de Michel-Ange. Page 517, tout en bas. Nana restait seule, la face en l'air dans la clarté de la bougie. C'était un charnier. C'est quoi un charnier ? Oui. Bah, c'est là où il y a plein de cadavres. Oui, et c'est un tas de quoi, du coup ? C'est là où il y a les cadavres, vous avez raison. Une fosse commune, mais ciel ouvert. Ouais, fosse commune à ciel ouvert, ça me va. Et étymologiquement, charnier, ça vient de quel mot ? De la chair. Donc un charnier, c'est un tas de chair. Est-ce qu'il va y avoir bientôt un charnier dans l'histoire de France, là, après le roman ? Oui, où ça ? C'est quelle grande bataille après qui va suivre tout de suite, en septembre 1870 ? Oui. Sedan, la défaite de la France et donc la chute du Second Empire. Donc ce charnier, c'est-à-dire qu'on nous dit que Nana est un tas de chair, mais il annonce un autre charnier. Si on est dans cette interprétation allégorique, c'est les charniers qu'il y aura à Sedan, dans cette guerre contre la Prusse. Nana restait seule, la face en l'air, dans la clarté de la bougie, c'était un charnier, un tas d'humeur et de sang, une pelletée de chair corrompue, jetée là, sur un coussin. Les pustules avaient envahi la figure entière, un bouton touchant l'autre, et flétrie, affaissée, d'un aspect grisâtre de boue, elle semblait déjà une moisissure de la terre, sur cette bouillie informe, où l'on ne retrouvait plus les traits. Un œil, celui de gauche, avait complètement sombré dans le bouillonnement de la purulence. La purulence, c'est quoi ? Quand quelque chose est purulent, quand une plaie est purulente, c'est qu'il y a quoi ? Beaucoup de bactéries dedans et Du pu, ouais. L'autre, à demi ouvert, s'enfonçait comme un trou noir et gâté. Gâté, ça veut dire pourri ici. Le nez suppurait encore. Toute une croûte rougeâtre partait d'une joue, envahissait la bouche, qu'elle tirait dans un rire abominable. Et sur ce masque, horrible et grotesque du néant, les cheveux, les beaux cheveux, gardant leur flambée de soleil, coulaient en un ruissellement d'or. Vénus se décomposait. Il semblait que le virus, pris par elle dans les ruisseaux, sur les charognes tolérées, ce ferment dont elle avait empoisonné un peuple, venait de lui remonter au visage et l'avait pourri. La chambre était vide. Un grand souffle désespéré monta du boulevard et gonfla le rideau. À Berlin, à Berlin, à Berlin. Alors, à votre avis, pourquoi Flaubert
nous dit que cette mort-là, Nana tourne au mythe sans cesser d'être femme, sans cesser d'être réelle, et que cette mort est michelangelesque, digne de Michel-Ange. Qu'est-ce que dans le texte vous a semblé digne d'une sculpture ou d'un tableau de Michel-Ange? Maël. La description super précise qui est faite du corps de Nana. Et alors quand c'est précis, c'est digne de Michel-Ange? Pourquoi? Précisez. Quand on regarde les sculptures de Michel-Ange, elles sont extrêmement détaillées. On est à quelle époque? Qu'est-ce qu'on sait de cette époque? On en a vu un autre qui fait ça. C'est la Renaissance. C'est la Renaissance. Ça nous fait penser à qui? Mais dans un autre style, pas en sculpture. Oui, je l'ai entendu. Oui. Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve. En effet, vous avez raison, il y a une précision anatomique, c'est ainsi qu'il faudrait le dire, une précision anatomique, sinon ça suffit pas, précision. Il aurait pu décrire précisément un bouquet de fleurs, vous m'auriez peut-être pas dit, dis donc c'est du Michel-Ange. C'est la précision anatomique. C'est ce goût que Michel-Ange, comme Léonard de Vinci et l'homme de Vitruve, ont pour le détail anatomique. Rappelez-vous, la Renaissance, ce sont les premières dissections, opérées par Rabelais par exemple. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est michelangelesque? Oui. Une divination de Nana qui est comparée à Vénus. Très bien. Alors ici, on n'a que des sujets bibliques de Michel-Ange, mais en effet, à la Renaissance, les sujets des tableaux sont bibliques ou mythologiques. Donc cette, comme vous dites, alors divination, c'est pas exactement le bon mot, parce que l'art de la divination, c'est quand on lit l'avenir, mais elle est divinisée, elle est mythifiée au rang de divinité antique. Vénus se décomposait. Puis il y a les dimensions aussi. On a l'impression que le texte fait impression sur nous, comme le David de Michel-Ange dans son bloc fait impression sur nous. Il y a effectivement cette déesse qui nous est donnée à voir, Vénus, celle qui était la Vénus du théâtre des variétés, qui nous est donnée à voir de façon impressionnante, comme dans les grands tableaux et les grandes sculptures de Michel-Ange. Elle est même veillée par une femme, Rose Mignon, la demi-mondaine qui était son ennemie, vous vous souvenez, au Théâtre des Variétés? Et il y a aussi un peu de la Pietà, vous voyez? La Vierge Marie a le corps de son fils en descente de croix. Eh bien là, c'est Rose Mignon qui veille le corps de Nana. Une forme de réinterprétation dans cette solidarité de ces femmes qui ont été ennemies pendant tout le roman, mais qui, dans la mort, sont unies dans la décomposition de ce corps qui a été aimé, qui a été même possédé, qui a été désiré par tous les hommes, mais qui, eux, se retrouvent dehors à fumer le cigare. On en arrive donc à l'idée que, et ça va être la conclusion du grand 2 avant de passer au grand 3, que la prétention scientifique de Zola est mise au service d'une révélation. Cette révélation, vous l'avez très bien notée, et donc je vais répéter vos mots. Cette révélation, elle est celle d'une trajectoire féminine contrainte par l'appât du gain, par le désir des hommes. Donc la prétention scientifique de Zola, c'est de présenter le plus scientifiquement possible une trajectoire féminine contrainte par le désir des hommes, par l'appât du gain, dans lequel la mythification est en effet le passage de la rue de la Goutte d'Or, de l'Assommoir, à la pluie d'or du chapitre 11, lors de son apothéose, au ruissellement d'or, et quand ça ruisselle, c'est que ça goutte. Donc vous voyez la retombée dans le ruissellement d'or de sa mort dans l'Exquipit au chapitre 14, lorsque seuls ses cheveux sont encore en un seul morceau. Donc une des lectures du roman, je dis bien une des lectures du roman, c'est que cette mythification, mais qui est en fait une mystification, qui est une fausse mythification, elle est là aussi pour révéler la destinée du Second Empire de Napoléon III, avec cette concordance entre la mort de Nana et la déclaration de guerre à la Prusse. Est-ce qu'on peut aussi associer la mouche d'or à cette mythification? Bien sûr. Sauf que la mouche d'or, c'était une mythification, on va dire, déjà en partie ironique. Elle était opérée par Fauchery. Fauchery qui a toujours un petit peu, le journaliste au Figaro, toujours ce petit regard un peu ironique, un peu distancié. C'était en or, mais une mouche.
Il n'y a pas de mouche d'or dans les grands mythes. Il y a Belzébuth dans la Bible, qui est une mouche, mais pas du tout dorée. La mouche dorée, c'est celle qu'on voit ailleurs. Donc, en effet, vous avez raison, mais ça dit toute l'ambiguïté d'être un mythe tout en étant aussi le symbole d'une décadence et d'un libre arbitre qui ne peut pas véritablement s'exprimer. Donc, si je résume, cette prétention scientifique de Zola, qui est bien ambiguë, on l'a déjà dit, elle nous révèle la difficile émancipation individuelle face au déterminisme qui pèse sur nous. C'est la première révélation, c'était le grand 1. Elle nous révèle aussi, plus historiquement, l'avènement et la chute d'un empire, le Second Empire. Dans ces aléas de la fortune de Nana, on voit les soubresauts de la fin du Second Empire. Donc la révélation scientifique que souhaite porter Zola, elle est à la fois à l'échelle individuelle, les forces qui pèsent sur une destinée, est-ce que je peux m'en émanciper? Est-ce que mon libre arbitre existe encore? Ou est-ce qu'en fait, c'est pire que du déterminisme, c'est-à-dire que ça devient de la fatalité? Et puis cette question plus historique, la question du Second Empire. On va élargir encore dans le Grand 3 et se demander si la révélation que souhaite Zola, elle n'est pas plus large, c'est-à-dire qu'elle dépasserait le Second Empire, le 19e siècle, elle serait plus largement anthropologique. Avec toujours cette question de savoir s'il faut le croire, bien évidemment, hein. On n'est pas obligé d'adhérer à son projet. Et j'ai intitulé cela « Une analyse d'avant-garde des pulsions du corps social qui dépasse la révélation historique ». Donc la révélation historique, c'était mon grand 2, et mon grand 3, c'est une analyse d'avant-garde des pulsions du corps social qui dépasse la révélation historique. Qu'est-ce que je veux dire là? En fait, c'est que ce que cherche à révéler Zola dépasse le cas individuel, dépasse la réalité historique de 1851 à 1870, et peut-être d'avant-garde parce qu'en fait, en tout cas au moins pour le premier point, cela sera théorisé après Zola. Et ça s'appelle le désir médiatisé ou alors le désir mimétique. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Du désir mimétique? Maëlys, Amos, il y en a d'autres qui ont déjà entendu parler du désir mimétique? Ça n'existe pas à l'époque de Zola. Mais en fait, quand on lit le roman, on se dit « Oulala, mais dis donc, ça y ressemble beaucoup ». Mais c'est pareil, si on lit Shakespeare, on peut se dire qu'il y a du désir mimétique partout, mais il faut attendre un théoricien qui pourrait justement, je repense à votre question sur l'étude et synthèse de texte SCP, et le fait qu'on dise que c'est une épreuve de culture générale, ça pourrait tout à fait entrer dans un corpus étude et synthèse de texte SCP, de mettre un passage de René Girard, qui est le théoricien du désir mimétique. Gaspard, vous connaissez aussi? Justement, c'est une question. Ouais. Est-ce que ça irait de pair avec ce dont parlait Yvan Droumaguet dans l'étude? Oui, un peu. C'est-à-dire l'hypothèse culturelle du désir. Oui, vous avez absolument raison. Sauf qu'Yvan Droumaguet nous disait, dans l'étude et synthèse de texte ESCP qu'on a fait en TD, parce que j'ai lu des livres sur des grandes passions, par exemple, je m'appelle Emma Bovary, j'ai envie d'en vivre une. Donc c'est une hypothèse culturelle, c'est-à-dire que mon désir, il n'est pas naturel, il ne vient pas du plus profond de mon cœur, il n'est pas là depuis que je suis née, il est bâti par les éléments de culture autour de moi. René Girard, il va déplacer, il va avoir une appréhension plus sociale encore que culturelle du désir. Je vais vous expliquer comment. Donc le voici, René Girard, je ne vous ai pas mis sa bobine, mais 3 de ses textes les plus célèbres, il en a écrit d'autres. Mais alors, ils sont tous consacrés, c'est vraiment son truc, le désir mimétique, c'est sa théorie, et donc il la voit partout. Je vous ai mis mensonge romantique. Ah bah tiens, j'ai fait une bêtise. Vous allez faire comme ça. Voilà, c'est pas très grave, hein. J'ai mis le titre ici, le titre ici. Voilà. C'est comme le pendu tout à l'heure, hein. C'est un peu compliqué dans l'espace pour moi. Donc, mensonge romantique et vérité romanesque en 61. Shakespeare, Les Feux de l'envie en 90, et entre les deux, La violence et le sacré en 72. Donc Maëlys et Amos, qui nous avaient dit que vous aviez déjà entendu parler de René Girard ou du désir mimétique, est-ce que vous savez un peu expliquer ce que c'est? On dit qu'on désire ce que les autres désirent, et que le désir se maintient parce qu'on n'arrivera jamais à atteindre
D'accord. Amos, est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter? Et est-ce que l'un des deux ou les autres, c'est pourquoi ça s'appelle mimétique? Est-ce que vous sauriez me donner l'étymologie? Enzo? Mimétique, ça veut dire de mime. Alors, plutôt mimétique et mime viennent d'un mot grec. Un autre, Anouk. La mimésis. Vous avez déjà entendu parler de la mimésis? C'est quoi la mimésis? C'est l'imitation. L'imitation. La mimésis. On va le mettre ici, en grec. Donc, par exemple, on peut dire que on peut théoriser le théâtre comme ça, comme on était au théâtre hier. Certains théoriciens du théâtre, Aristote par exemple, vous dira que le théâtre, c'est une imitation de la réalité, c'est le théâtre, c'est la mimésis. D'accord? C'est une question, ça, c'est un débat. On peut se demander qui est d'abord... mais ça, on va pas l'ouvrir aujourd'hui, ce débat. Donc, le désir est mimétique. Et pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Alors, il y en a peut-être d'autres qui vont avoir des souvenirs qui vont leur revenir. Pourquoi ça finit avec de la violence, tout ça, selon René Girard? Si on désire ce que quelqu'un d'autre a, parce qu'on imite le désir de quelqu'un d'autre. Oui. Est-ce qu'il y a rivalité par rapport à la possession de cette chose-là? Absolument. Vous avez des exemples en littérature ou en tragédie où on désire la même personne et du coup on finit par s'entretuer, ou alors où on désire la même chose, le même trône? Alors vous avez Game of Thrones, hein, par exemple, mais oui. Britannicus. Britannicus. Néron désire Junie, qui elle aime Britannicus, et Britannicus aime Junie. Vous voyez, on dit parfois aussi la triangulation du désir. Ça marche pour beaucoup de tragédies de Racine. Vous en avez d'autres? C'est pour ça que vous papotez? Allez-y. Romulus et Rémus pour Rome. Pour Rome, absolument. Bérénice, Titus aime Bérénice. Qui est aussi aimé par... Assuérus. Et chez Shakespeare, ça marche aussi, si vous avez fait le songe d'une nuit d'été, par exemple, avec les amants athéniens. Et pourquoi je vous dis Shakespeare? Parce qu'il y a consacré un livre entier pour dire les tragédies de Shakespeare, en fait. Tragédies, parfois plutôt que les comédies aussi d'ailleurs, sont en fait l'illustration du désir mimétique. Alors voyons ce qu'il dit dans La violence et le sacré, on va être plus clair. Il nous dit des études récentes suggèrent que les mécanismes physiologiques de la violence varient fort peu d'un individu à l'autre et même d'une culture à l'autre. Autrement dit, ce qu'on va dire là est universel et c'est ce qui me permet de vous dire, chez Zola, que ce qu'il nous dit du désir, c'est pas le désir du Second Empire, c'est pas le désir de Nana, ce serait une vérité anthropologique du désir. C'est pour ça que je suis passée au grand 3. Souvent, le grand 3, il élargit. Selon Anthony Storr, dans Human Aggression, rien ne ressemble plus à un chat ou à un homme en colère qu'un autre chat ou un autre homme en colère. Si la violence jouait un rôle dans le sacrifice au moins à un certain stade de son existence rituelle, on tiendrait là un élément d'analyse intéressant, car indépendant, au moins en partie, de variables culturelles souvent inconnues, mal connues ou moins bien connues, peut-être que nous l'imaginons. Une fois qu'il est éveillé, le désir de violence entraîne certains changements corporels qui préparent les hommes au combat. Cette disposition violente a une certaine durée. Il ne faut pas voir en elle un simple réflexe qui interromprait ses effets aussitôt que le stimulus cesse d'agir. Storr remarque qu'il est plus difficile d'apaiser le désir de violence que de le déclencher, surtout dans les conditions normales de la vie en société. Donc un des postulats de René Girard, c'est que la violence qu'il étudie, qui émane du désir mimétique, on va le voir, elle est universelle. Elle n'est pas ancrée dans une culture particulière. Et de fait, dans ses ouvrages, il prend des exemples dans toutes les civilisations. Il y a un exemple qu'il aime, c'est celui de Caïn et Abel. Parce qu'il explique, René Girard, ça va peut-être vous revenir ceux qui en ont déjà entendu parler, que il y a quand même une façon d'interrompre la violence. Je réagis à ce que disait Maëlys tout à l'heure. En fait, il y a quelqu'un qui peut devenir le réceptacle de la violence de toute la communauté. Comment on peut l'appeler celui-là? C'est-à-dire on va tous être pacifiés parce qu'en fait on va mettre notre violence sur une personne. Allez-y, le bouc émissaire, c'est bon. Le bouc émissaire. Et dans l'origine de bouc émissaire, vous voyez qu'il y a l'origine animale. C'est le bouc que dans l'Antiquité je sacrifiais.
Et René Girard nous dit, dans le christianisme, c'est Jésus qui, lui, en fait, focalise la violence de la communauté et qui devient ce que René Girard appelle, c'est René Girard qui pense tout ça, c'est pas moi, que René Girard appelle le trompe-violence. Et il analyse l'épisode de Caïn et Abel. Vous savez, dans la Genèse, il y a 2 frères, un qui élève des troupeaux, l'autre qui s'occupe plutôt des champs. Ils présentent tous les deux une offrande à Dieu. Abel présente les produits de la culture, peut-être des courgettes, je ne sais pas ce qu'il présente à Dieu. Et puis Caïn présente, lui, des animaux. Et Dieu détourne le regard de Caïn et ne s'intéresse qu'à l'offrande d'Abel. Caïn tue Abel. Ce que dit ici, et je vous ai dit une bêtise, Caïn, c'est les champs, alors que Abel, c'est les animaux. Pourquoi je vous ai dit une bêtise que je rectifie tout de suite en même temps que je fais mon cours? Parce que justement, pour René Girard, celui qui tue, c'est celui qui ne s'occupait pas d'animaux, qui n'avait pas le sacrifice animal pour être le réceptacle de la violence. Il dit l'un des 2 frères tue l'autre, et c'est celui qui ne dispose pas de ce trompe-violence qu'est le sacrifice animal. C'est Caïn qui tue Abel, celui qui ne sacrifiait pas de bête, dit René Girard. Le grand postulat de René Girard, c'est que nous désirons ce que quelqu'un d'autre désire, que nous n'avons pas de désir propre, que cela engendre la violence, et que la seule façon d'interrompre le cycle de la violence, c'est le bouc émissaire. C'est le trompe-violence. Il dit, une fois que des besoins primordiaux sont satisfaits, et parfois même avant, l'homme désire intensément, mais il ne sait pas exactement quoi, car c'est l'être qu'il désire, un être dont il se sent privé, et dont quelqu'un d'autre lui paraît pourvu. C'est-à-dire que pour René Girard, les hommes sont vides. Ils sont vides de désir. Ils ressentent une sorte de vanité de l'existence. C'est un peu déprimant. C'est-à-dire, je ne veux rien, mais si je scrolle un peu sur Insta et que je vois une paire de Jordan que quelqu'un porte, et surtout si c'est Pharrell Williams, d'un coup, je vais avoir du désir. Vous voyez? Donc, pour René Girard, on n'a pas de désir en propre, mais on a un médiateur. Et donc, il y a moi, A, qui désire un objet, C, mais en fait, le désir pour cet objet, il est passé par Pharrell Williams, B. Vous le voyez? Et pour René Girard, c'est ce qui engendre de la violence et qui ne peut s'interrompre que lorsqu'il y a bouc émissaire. René Girard s'autorise à réétudier toutes les œuvres littéraires qu'il précède sous cet angle-là, et notamment les tragédies de Shakespeare, comme je vous l'ai dit, en écrivant Shakespeare, les feux de l'envie. Et il travaille sur le mot envie. Pourquoi? Parce que l'envie, c'est pas mal. Ça veut dire 2 choses. Il y a une syllèpse sur envie, c'est-à-dire il y a 2 sens en même temps activés par le mot. C'est l'envie au sens du... Allez-y, je l'entends, mais je ne sais pas qui parle, Samuel. Du désir. Mais qu'est-ce que ça peut être aussi l'envie quand je suis envieux? Allez-y, Léa. La jalousie. Donc, dans Shakespeare, les feux de l'envie, ici, on le voit par le titre, que ce désir, c'est aussi la jalousie, donc c'est aussi le début de la violence. C'est pour ça que je parlais de syllèpse sur le mot envie. Donc, si je fais comme René Girard, qui s'autorise à relire tout Shakespeare en disant, vous avez vu, Shakespeare, en fait, par anticipation, il pense tout comme moi. Mais 3-4 siècles avant. Est-ce que ça marche pour Nana, si on faisait une sorte de plagiat par anticipation de René Girard? C'est pour vous sensibiliser à cette lecture qui circule encore beaucoup et qu'on peut retrouver dans des études et synthèses de texte, qui est la lecture de René Girard. Est-ce que dans Nana, vous voyez ce désir mimétique? Est-ce que vous voyez une triangulation du désir? Et est-ce que vous trouvez que ça aboutit à la violence? Est-ce qu'il y a une imitation du désir des uns et des autres? Timéo. Bah oui, ils veulent tous Nana, merci Timéo, heureusement que vous le dites. Et regardez votre 4e de couverture, vous vous souvenez cette citation? Toute une société se ruant sur le cul, une meute derrière une chienne qui n'est pas en chaleur et qui se moque des chiens qui la suivent. Le poème des désirs du mal, le grand levier qui remit le monde. Mais on peut même faire par micro-épisodes si on veut faire des petits triangles. On peut même s'amuser avec quelqu'un d'autre que Nana. Si on fait Sabine Muffat. Donc, qui va désirer Sabine Muffat, mais qui a déjà son mari, le comte Muffat?
Qui va se dire, dis donc, j'aimerais bien la voir moi aussi? C'est faucherie. C'est faucherie, très bien. Qui va voir son petit frère amoureux de Nana et va se dire, dis donc, moi aussi, ce serait pas mal? Oui. C'est Philippe. Oui, c'est Philippe ici que je vais écrire ici. Philippe comment? Hugon. Hugon, très bien. Et est-ce que tout ça finit dans un bain de violence? Est-ce qu'il y a des rivalités? Oui. Georges, il se poignarde, mais se suicide. Alors, il y a de l'auto-violence. Georges se poignarde. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y en a qui se battent entre eux? Oui, Mathurin. Mufa, il frappe Nana. Mufa frappe Nana. Alors là, il frappe l'objet de son désir, mais surtout, vous vous souvenez pas? Mignon et Faucherie, qui n'arrêtent pas de se taper dans les loges. Le mari de Rose Mignon. Vous avez Mignon et Faucherie qui se frappent l'un l'autre. Vous pouvez le renoter pour avoir plus d'exemples sur Nana. Est-ce qu'il y a un bouc émissaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être le réceptacle de toute cette violence de la société? Oui. Bah, Mufa, puisque c'est un peu victime de A à Z. C'est vrai que Mufa, on a envie de dire ça de lui. Hein. Il fait de la peine. Mais en même temps, Mufa, est-ce qu'il meurt? Est-ce qu'il a des souffrances? Est-ce qu'il fait de la peine, surtout quand il est perdu dans le passage des panoramas? Mais vous trouvez vraiment qu'il est le réceptacle de la violence de toute la société autour de lui? En fait, je pense que vous répondez à une autre question. Je pense que Mufa, c'est le personnage qui éveille le plus le pathos, avec aussi un peu de satire, d'humour. Parce que vous avez vu, vous avez tous ri. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'ironique et qu'il a, voilà, il a une forme de ridicule. C'est Julien qui lève la main ou c'est juste pour vous détendre? Ouais. Non, c'est pour répondre. Allez-y. C'est Nana, parce qu'il y a la mère Hugon, elle lui reproche à la fois d'avoir appelé tuer du coup Georges, et à la fois d'avoir forcé Philippe à détourner de l'argent. Et en même temps, Nana, c'est elle qui est au centre du conflit qui oppose donc les deux Mufa ensemble. C'est excellent. C'est excellent, bravo Julien. Vous voulez applaudir? Allez. Ah, c'est beau. C'était beau, c'était un beau but. C'était un beau but parce qu'en plus vous étiez en discrétion, latérale comme ça, sur le côté et paf. Non, c'est très bien. En effet, parce que vous rappelez que la bourgeoisie, hein, Madame Hugon, qui est un petit peu la tenante de la morale, accuse Nana. Et là, vous faites référence, allez, je vous fais réviser là pour le concours blanc, aux fondettes et à la mignotte, c'est-à-dire quand ils sont à la campagne. Et effectivement, Nana est accusée de cette décadence. On pourrait même dire, moi ce serait ma petite lecture critique de Zola. Je fais ce que je veux, je connais le roman. Donc je peux vous dire que moi, je trouve que le narrateur a tendance même, lui-même, à focaliser ce détraquement dans cette femme supposée détraquée sexuellement. Enfin bon, tout le monde autour d'elle a quand même un regard sur elle, vient la voir dans sa loge et finalement elle n'est pas plus responsable que le comte Mufa, le marquis de Chouard, qui l'oblige à rester dénudée devant eux alors qu'elle a envie de se couvrir au chapitre 5, vous vous souvenez de la semaine dernière. Donc moi, je serais même tentée de faire une lecture un peu critique de la posture narratoriale qui en fait focalise le désir sur cette femme comme si elle était responsable de ce bouillonnement du désir. En tout cas, sa mort michelangelesque, bien évidemment, en fait un véritable bouc émissaire. Et en plus, c'est pratique, elle a été animalisée. Elle est l'animal qu'on sacrifie. Elle est la pouliche au chapitre 11, qu'on regarde se décomposer au chapitre 14. Donc la lecture girardienne, elle pourrait fonctionner et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, souvent, on peut lire ça et là qu'il y a une sorte d'avant-garde, un pressentiment de Zola pour des thèses qui seront formulées plus tard, qui consistent au désir mimétique ou au désir médiatisé. D'accord ? Il me reste encore 2 points, c'est-à-dire sur ces révélations plus larges que simplement à l'échelle individuelle ou à l'échelle du Second Empire. Le 2e point, vous le connaissez. On en a déjà parlé, vous allez me rappeler quand, comme ça vous fait aussi une révision. J'ai appelé ça le théâtre, puisque Nana est actrice, comédienne au Théâtre des Variétés, le théâtre révélateur du Theatrum Mundi. Et je vous ai mis une sorte de petite mosaïque antique où il y a écrit « Totus mundus agit histrionem ». Et puis,
la photographie du Théâtre du Globe à Londres qui a été refait à l'identique, comme il était auparavant en 2013. Et avec cette information que je vous ai déjà donnée, il me semble que ce Totus Mundus Agit Histrionem est inscrit à l'entrée du Théâtre du Globe à Londres. Qui serait capable de me redire un peu ce que c'est que le Theatrum Mundi? Oui, Gaspard. C'est l'idée qu'on joue tous un rôle, qu'on est un peu tous des comédiens, et il y a un créateur ou un metteur en scène, ça dépend comment on prend, qui tire les ficelles des rôles qu'on a à jouer. C'est possible qu'il y ait un metteur en scène. Ça, c'est une possibilité, selon comment on développe le Theatrum Mundi. Est-ce que vous sauriez me dire quel est notre dernier rôle, du coup? C'est un peu triste, hein, là, ce que je vous dis. Comment ça? Notre dernier rôle, si on est tous des acteurs. La mort. La mort, ok. Est-ce que vous sauriez me dire pourquoi cette expression Theatrum Mundi, on l'a dit en latin? Ouais, Gaspard. Parce que c'est une notion qui est née au baroque. Oui, mais le baroque, c'est pas latin. Ouais, mais on redécouvre les textes antiques. C'est pas mal, mais c'est pas tout à fait vrai. En fait, ça a été aussi dans l'Antiquité, mais vous avez raison. C'est-à-dire que l'époque baroque, c'est une excellente réponse, a développé beaucoup plus que toute autre époque le thème du Theatrum Mundi. Mais Zola reprend ce topos du Theatrum Mundi, c'est-à-dire le théâtre du monde. Le monde est un théâtre, alors même que l'époque baroque est révolue. Mais Zola ne cesse de dire dans Nana qu'il écrit de façon baroque. D'accord? En fait, ça remonte à Pétrone. Pétrone, l'auteur supposé, parce qu'on ne sait pas grand-chose de Pétrone, à part qu'il a sans doute vécu à l'époque de Néron, vers l'année 60-70 après Jésus-Christ, qui a écrit le Satyricon. On lui attribue souvent cette phrase « Tout le monde fait l'acteur, totus mundus agit histrionem ». Un histrion, c'est un acteur, c'est un comédien. Et donc, là, on va juste faire de la révision. Dites-moi, où est-ce que dans le roman, il y a une révélation profonde du fait que nous sommes en représentation dans le monde, dans la société, que nous tenons des rôles, que nous portons des masques, que nous les tenons. Et que peut-être, en fait, que le réel n'est qu'une illusion hein, que nous bâtissons les uns les autres. Oui. Vous pouvez rappeler le nom Pétrone. Je peux surtout l'écrire au tableau, ce serait mieux. Il y avait une main levée. Je ne sais pas si c'était Lisa ou Léa. Dans l'Incipit, très bien. Est-ce que vous avez un souvenir d'une citation de l'Incipit qui pourrait montrer que dans le monde, nous tenons un rôle, nous sommes en représentation, nous portons un masque? Et petit à petit, ces questions-là, certains auteurs ont pu se dire, mais en fait, peut-être que le réel n'est qu'une illusion, quelque chose fabriqué de toutes pièces, comme dans l'illusion comique de Corneille, quand la vie est un songe de Calderon, etc. Oui. Les acteurs ne regardent pas les spectateurs. Mais vous avez raison sur la deuxième partie. C'est que vous m'avez ajouté les acteurs. Il y a une citation, est-ce que quelqu'un l'a par cœur pour son cahier de référence? Il y a une phrase. Oui, Léa? Paf. Alors là vraiment, il y a un angle là, latéral gauche, entre Julien et Léa, très beau. Le public commençait à se montrer. On avait commenté, on avait dit c'est étrange, on attend des acteurs qui doivent entrer sur scène. Et en fait, ce que l'on dramatise, c'est l'arrivée du public avec les éclairages d'ailleurs. Il y a une focalisation sur les projecteurs qui sont mis sur le public plutôt que sur les acteurs. Le public commençait à se montrer. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans le roman où vous trouvez que le Theatrum Mundi, cette idée que l'on joue un rôle, que l'on tient son rôle, est particulièrement développée? Oui. Dans la scène de sa mort qu'on a lu tout à l'heure. Très bien. Il y a le mot rideau. Très bien. Dans l'avant-dernière. Très bien. C'est excellent, je m'attendais à ça aussi. Dans l'Excipit est repris, sauf que cette fois-ci, la scène a été diminuée. C'est une scène, c'est un topos, que la lamentation auprès d'un corps. Mais cette fois-ci, le cadre a été diminué. Fini le théâtre des variétés, nous sommes dans une petite chambre d'hôtel. On va terminer le cours par un dernier point qui est plus une question et qui est une question que je vais articuler à une des dernières lectures que j'ai faites, comme je pense tous les profs de français, voire tout le monde, puisque c'est un roman qui est sorti en août dernier et qui parle de Zola.
Donc mon troisième point, c'est que dit ce déterminisme qui se veut scientifique mais qui ressemble à la fatalité grecque et aux tragédies baroques. C'est le dernier point de la séance. Que dit ce déterminisme qui se veut scientifique mais qui ressemble à la fatalité grecque et aux tragédies baroques? Et je termine volontairement sous l'angle du débat. Pourquoi? Je fais un petit point méthodo parce que, mis à part le fait qu'on est filmé et qu'on fait un cours, il faut quand même se dire que vous avez une dissertation à faire tout seul, c'est-à-dire à faire cet effort surhumain qui est quand même d'avoir sa propre réflexion en même temps qu'on veut montrer qu'on a bossé son cours. Donc, on va essayer de le faire là. C'est-à-dire que mercredi prochain, dans votre dissertation de concours blanc, il y a ce grand défi qui est à la fois d'avoir beaucoup révisé, et vous allez continuer jusqu'à mercredi, et pourtant de ne pas réciter. D'essayer d'avoir votre réflexion à vous. Il y a une question qui est posée par un roman qui a eu beaucoup de prix. C'est le roman de Neige Sino qui s'intitule « Triste tigre ». Je pense que je vous en avais parlé, ou vous avez vu que je le lisais récemment, non? Et je vous en avais parlé en cours. Donc, Triste tigre de Neige Sino a eu le concours des lycéens, le Femina. Et c'est, on pourrait dire plutôt qu'un roman, un essai autobiographique où elle réfléchit à sa propre histoire, qui est une histoire d'un inceste subi dans sa petite enfance par son beau-père. Et il y a une référence qui revient. Elle cite, il y a deux références qui reviennent. Lolita de Nabokov et Émile Zola. Sur Lolita de Nabokov, elle fait un grand commentaire, elle adore, pas de problème. Sur Zola, elle est un petit peu en colère. Donc c'est pour ça que je voudrais vous le montrer, pour vous amener à réfléchir à tout ce qu'on a dit pendant ce chapitre. Voilà ce qu'elle écrit. D'abord, à la page 209, j'ai 3 petits extraits. Je ne pouvais parler à personne de ce qui m'arrivait. Donc, puisqu'elle est soumise au silence par cet effroyable acte qui est commis sur elle, elle se tourne vers la littérature, ce qui en dit déjà long sur le pouvoir de la littérature, s'il était besoin de le redire ici. Petit à petit, en grandissant, j'ai commencé cependant à comprendre que j'étais réduite à une position de servitude, d'assujettissement absolu. Et je me suis mise à m'interroger sur le sens de tout cela. Il y avait des incestes dans les livres que je lisais, ceux du CDI du collège, de la bibliothèque publique du village. Mais il n'y avait pas de livre sur l'inceste. Le sujet était évoqué de manière grossière, toujours comme une tragédie banale et affreuse, contre laquelle le personnage ne pouvait rien, et qui condamnait les femmes à vivre des existences courtes, suicidaires et mélancoliques. Chez Zola, par exemple, lecture favorite des professeurs de collège de mon adolescence. Vous en avez lu au collège du Zola, vous? Ouais, vous en avez lu au collège, demandé par votre professeur? Oui. Ok. Lequel? Bonheur des dames. Bonheur des dames, ok. Et j'en ai peur d'un certain nombre de ceux d'aujourd'hui. Le viol est une tragédie commune subie par les femmes et les enfants qui dérive logiquement par la suite en destinée condamnée à la maltraitance, à la prostitution, à la dépression et à des morts prématurées et violentes. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment elle a l'air de considérer Zola? Je vous ai dit qu'elle était un peu en colère. Maëlle? Comme un fataliste qui enterre le destin des femmes qui subissent des viols et des incestes. Et donc, qu'est-ce que ça lui a fait comme lectrice à elle? Oui. Elle s'est sentie condamnée elle aussi. Elle s'est sentie condamnée elle-même. C'est-à-dire que lorsque le livre rencontre son lecteur, il vient frapper sa situation, comme tout ce que je vous fais lire, qui viennent, comme je vous le disais l'autre fois, on ne voit jamais le même film, on ne suit jamais le même cours de français. Le cours de français vient frapper ma situation particulière, raisonner différemment. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que lecteur, qu'elle dise ça? Est-ce que vous vous dites, bon, on ne devrait pas lire... Elle a raison, il ne faut plus lire Zola. Vous avez le droit de me dire oui, hein. Je ne vais pas vous engueuler, vous dire, mais moi, j'ai quand même voulu vous le faire lire. Ouais. C'est que Zola, c'était une vision complètement différente à l'égard de la femme. Les hommes ne considéraient pas du tout la femme comme une égale à cette époque-là. Et que peut-être que aujourd'hui, c'est impensable, alors qu'à l'époque de Zola, c'était quelque chose qui pouvait être beaucoup plus répandu, qui était beaucoup plus caché. Donc si on écrivait le nana d'aujourd'hui, une demi-mondaine, vous l'appellerez peut-être une michto, et pas une demi-mondaine. Non, c'est pas ça? C'est pas ce que fait Nana? Un peu? Parce que quand elle quitte le trottoir
À un moment, elle est plus prostituée. Est-ce que vous pensez que donc maintenant on ne peut plus écrire un roman qui se termine mal, qui démontre le poids de la trajectoire et comment son milieu... Je vous pose vraiment la question. Est-ce que c'est ça que vous dites? Je vous le pose vraiment, hein, je vous demande pas de penser quoi que ce soit en particulier. Je pense qu'on ne pourrait pas, enfin, ce serait compliqué d'écrire l'histoire d'une femme, enfin, d'une prostituée qui fait ça, enfin... Je sais pas trop comment expliquer, mais... Voilà. Vous voudriez que ce serait mal reçu? C'est ça qu'on vous dit, on ne pourrait pas? Le livre de Sino, c'est quelque chose... Enfin, c'était... Elle, c'est un... Enfin, les actes sexuels, c'était pas consenti, c'est un viol, alors que... Oui. Nana, il y a des petites questions par moment. Hein. Chez Fontan, c'est pas consenti. Okay, hein. Quand Bordenave, quand il rentre dans sa loge, qu'elle est toute nue, qu'elle dit « mais je veux me rhabiller », qu'il dit « oh ça va, fais pas ton... c'est bon, ils ont déjà vu une femme toute nue, tu peux rester toute nue ». C'est moyennement consenti quand même, Nana. Et puis, est-ce que c'est vraiment consenti puisque à un moment, il lui manque de l'argent dans le chapitre 2, vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'elle fait tout de suite? Elle va voir la Tricon, elle lui dit « vas-y, trouve-moi un client, là, j'ai des dettes ». Donc le consentement, quand il est soumis à la pression financière, c'est un vrai débat, ça aussi, non? C'est un débat. Je ne vous dis pas... En tout cas, je vous amène juste à bien envisager tous les éléments du débat. Il y avait une main levée. C'était Mathurin? C'est bon? Je pense qu'on ne pourrait plus faire une histoire qui se finit mal comme ça. Parce que quand on veut dénoncer un problème, il faut mettre une forme d'espoir à la fin. Pour montrer qu'il y a une évolution qui est possible. D'accord. Vous pensez qu'il faut l'espoir pour que la dénonciation fonctionne. C'est intéressant, ça. Edgar? Pour le coup, moi, je suis pas d'accord avec ça. Le fait est que... Moi non plus, mais c'est pas grave, chacun peut faire sa dissertation. Du coup, Nechino, par exemple, elle explique que c'est quelque chose qu'elle a mal perçu, les romans de Zola, étant donné que justement, il y a une fatalité. Et vu qu'elle le rattache à son cas, elle pense que son cas va être une fatalité. Le fait est que dans plein de cas, malheureusement, c'est pas une fatalité en tant que telle, mais plein de femmes ne s'en sortent pas. Donc, en peignant la réalité comme ça, forcément, c'est quelque chose qui va faire des échos négatifs, d'autant plus chez les personnes qui l'ont vécu. Mais ça, pour autant, qu'il faudrait arrêter de le lire et juste y réfléchir. Pas plus intelligemment, mais d'un œil plus extérieur. En tout cas, c'est un autre argument, c'est se dire finalement la dénonciation, est-ce qu'il faut qu'il y ait de l'espoir ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'elle grossisse la misère pour qu'elle opère? Est-ce qu'il faudrait que je montre que c'est bon pour Étienne, tout se finit bien à la fin de Germinal? Ou est-ce qu'au contraire, le fait que la mine sombre et que la révolte ne fonctionne pas, ça fait que quand je ferme le livre, je me dis ah, c'est vraiment l'horreur pour les mineurs. Donc il y a plusieurs éléments du débat, vous voyez. Il y a un autre débat qui est est-ce que la littérature a ce lien intime avec la réalité qui est que je m'identifie en tout point. L'identification, c'est un vrai problème aussi. Moi, je suis pas sûre d'être d'accord. Je suis pas sûre de m'identifier totalement au personnage et de me dire s'il se passe ça pour le personnage, il va se passer ça pour moi. Et puis un autre point que vous m'avez pas dit, est-ce que dans les Rougon-Macquart, ça se termine mal pour tout le monde? Oui. Dans Au bonheur des dames pour Denise, ça se termine bien. Alors, c'est pas une émancipation de dingue. Elle se marie à quelqu'un d'aisé, mais elle a l'air d'être amoureuse, de l'aimer. C'est un mariage qui a l'air vraiment consenti. Très bonne réponse, Maëlys. Et ce qui est intéressant aussi, c'est penser à la biographie de Zola. Est-ce que lui, il a eu une vie facile, Zola? Lui-même, il semblait être condamné avec la mort de son père quand il avait 7 ans. Et au final, il s'en sort très bien en étant quelqu'un de très important. Alors pourquoi lui, qui a échappé à son déterminisme, n'écrit que des romans qui disent on s'en sort pas? Il l'a pas dit. En tout cas, j'ai pas de lettre de lui qui dit j'ai fait ça pour ça. Oui. Parce que c'est justement sans occulter ses déterminismes et en les révélant et en les comprenant qu'on peut essayer de s'en sortir. Si on n'en a pas conscience, on ne peut pas s'en sortir. C'est sans doute si je devais sauver, c'est-à-dire que je pense que la réaction de Nechino, elle est intéressante et qu'elle vous permette de développer cet argumentaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de déprimant sur ce sort qui s'abat sur les héroïnes et qui est peut-être contre-productif. Et si ça vous touche, votre sous-partie de dissertation, bien sûr, développera cela. Il n'est pas question d'annuler vos arguments. L'autre argument pourrait être aussi de dire que le projet de Zola, c'est justement pour forcer la prise de conscience, de forcer le trait. C'est un autre argument. D'accord? Ce qu'il faut, évidemment, c'est le nourrir d'une lecture attentive et bien montrer tous les enjeux du débat pour mener votre propre réflexion. Voyons la suite. Après, je vous donne la parole, Gaspard, mais comme l'heure tourne, on n'a plus que 5 minutes, en gros. Et vous avez Géopo après, en plus. Vous allez être vidé.
Elle dit quand même que lorsqu'elle lit tout ça, elle dit « Je lisais calmement avec des sentiments mêlés. Ça réveillait ma douleur et en même temps, il fallait le faire. Une fois le livre refermé, j'avais accompli un petit geste utile qui me laissait satisfaite. Utile à quoi? Je ne saurais le dire. À quoi ça m'a servi de lire ces fictions consacrées à des problèmes qui ressemblent, à même des crimes qui ressemblent à celui que j'ai subi. » Oui. Ça dénormalise sa situation parce que peut-être qu'un mécanisme de défense qu'elle aurait pu mettre en place, c'est normal ce qui se passe dans ma vie. Et en ayant le recul de voir quelqu'un d'extérieur à sa situation, elle peut réaliser que c'était pas si normal que ça. Lever la banalité de l'acte ou le caractère routinier du crime qu'elle subit, très bonne idée. Ça peut être une fonction de la littérature, absolument. Une prise de conscience. C'est ce que dit Zola, ce sont les mots de Zola, la prise de conscience. Et elle écrit encore « Les enfants victimes ne sont pas absents des représentations culturelles, mais les adultes qui résultent d'une telle expérience ne sont pas représentés dans la nuance. Il y a en gros 2 catégories. C'est la suite de ce qu'elle a déjà dit, mais c'est quelques pages plus loin. Ceux qui ne s'en sortent jamais et deviennent drogués, prostitués, suicidés à la Zola. Ceux qui ne s'en sortent jamais et deviennent des psychopathes, qui soit violent et maltraitent à leur tour, j'ai mis tout au lieu de tour, pardon, soit se vengent cruellement. Et s'il est vrai que les anciennes victimes ont tendance à perdre pied dans l'existence plus souvent que les autres, il reste quand même une grande majorité d'entre nous qui passons inaperçus dans la foule bigarrée des êtres humains, notre blessure devenant une parmi d'autres. » Donc, ce qu'elle nous dit ici, c'est la redite de l'argument qu'on avait tout à l'heure, c'est ce que disait bien Benjamin Samuel, c'est-à-dire que si l'on considère que le roman doit scientifiquement être le reflet de la réalité, celui de Zola, selon elle, selon vous, n'est pas assez nuancé. En fait, il ressemble plus à une tragédie qui s'abat sur ses héroïnes qu'à véritablement une œuvre scientifique qui donne la complexité de la réalité. C'est un reproche qu'on peut faire à Zola, c'est un reproche que vous pouvez faire dans vos copies, un reproche ou en tout cas une analyse pour démontrer ce point de vue-là. Comme l'autre argument que l'on a développé sur le fait de grossir le trait pour permettre la révélation scientifique. Sans doute que si Zola pouvait revenir, il pourrait peut-être nous dire ça. Moi, j'ai grossi le trait, mais c'est pour permettre la révélation scientifique. Peut-être. Ce serait assez fidèle à ce que je sais de lui en l'état actuel de mes connaissances, en tout cas. D'accord ? Il nous reste à conclure cette séance. Nous avons donc vu dans cette séance, pile à la sonnerie, après je vais vous dire ce que vous faites du Saint John Perse quand même, parce que vous avez après votre concours blanc, que les ambiguïtés sont consubstantielles, c'est un mot que je vous ai déjà appris, ça consubstantielle au projet naturaliste, à cette littérature qui se veut scientifique. Mais il reste une question. Doit-on véritablement opposer le scientifique et le poétique? Cette question, c'est le texte de Saint John Perse que je vous ai distribué qui y répond, que vous pouvez résumer pour vous entraîner à l'étude des synthèses de texte de mardi. C'est-à-dire, est-ce que vraiment on doit dire Zola est soit scientifique, soit poétique? Est-ce que vraiment... je suis en train de... On termine juste, vous inquiétez pas, on va se dire au revoir et tout. On va se dire bonne chance, à l'année prochaine, tout ça, ouais, est-ce qu'il y a ça? Donc, vous lisez ce Saint John Perse en essayant de travailler à ces notions de croyance, science, mythe, recherche de la vérité, que vous avez travaillé en philosophie, avec moi dans les 2 chapitres, et qui vont vous permettre donc de bien réviser votre dissertation de mercredi, mais aussi de faire le plein, Oscar, j'y suis toujours, de faire le plein aussi de références pour vos cols CSH quand on reprendra. Donc nous, on se voit plus. Je vous dis bonne chance pour le concours blanc. Je vous dis joyeux Noël, bonne année. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au 11 janvier, avec Ruy Blas qu'on a vu hier au théâtre et Hernani que vous allez découvrir. Et puis plein de pensées pour la semaine un petit peu dure du concours blanc où les jours sont raccourcis et où il faut travailler quand même. Voilà. Merci.